Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 janvier 2020 pour le 172e SITREP sur le Donbass. Après 2 semaines d'interruption pour cause de vacances, j'avais besoin de me reposer, me voilà de retour. On va commencer comme d'habitude avec la situation militaire, puisque du 4 au 10 janvier 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 21 reprises. On est à peu près au même niveau que la semaine passée, on était à 20, durant lesquels elle a tiré 10 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc un petit peu moins que la semaine passée. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 86 munitions. Donc là par contre on est plus que la semaine passée, mais bien moins que il y a 2 semaines en arrière. Donc pendant les vacances, ils sont un petit peu calmés. Vous verrez sur le graphique, entre autres, le 7 janvier, qui est le jour de Noël orthodoxe, ça a été le calme plat, donc tant mieux, mais bon là ça va d'être bien reparti, parce que durant les dernières 24 heures, il y a eu 5 violations et 7 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes contre le territoire de la RPD, et là, juste avant que je commence à tourner le SITREP, ils ont commencé à bombarder Golmovski au mortier de 82 et le village de Zaïtsevo au nord de Gorlovka. Donc voilà, les vacances sont terminées et la relative trêve, parce que je peux pas parler de vrai cessez-le-feu, aussi. Voilà. Voilà. On n'a pas eu de pertes cette semaine, ni de destruction dans les habitations civiles. Par contre, cette semaine, l'armée ukrainienne a eu 80 pertes hors combat, dont beaucoup dues aux infections, virales ou bactériennes. Ils ont 3 soldats ukrainiens qui sont morts de pneumonie à l'hôpital, 68 autres qui ont été hospitalisés avec des symptômes identiques. 6 soldats ukrainiens ont été blessés, y compris des fractures, pour cause soit de négligence personnelle, soit de conflits avec d'autres soldats. 2 ont reçu des blessures par balle, et il y a un soldat ukrainien qui s'est suicidé. Alors ça, c'est les chiffres officiels qui ont été transmis par les commandants d'unité au quartier général ukrainien. La réalité est très certainement bien pire. Voilà, parce qu'à chaque fois, ils cachent quand même un bon nombre de cas, donc voilà, je pense que ça fait très peur quand même, 80 pertes hors combat en une semaine, je pense que là, on bat des records. Cette semaine, un drone ukrainien aussi a été intercepté près de Gorlovka, un drone de la 59e brigade des forces armées ukrainiennes qui a révélé des données très intéressantes sur les positions ukrainiennes, dont 2 photos qui ont été publiées par la milice populaire de la RPD. Je vais vous les montrer. Ça montre les positions de la 4e brigade de la garde nationale ukrainienne, donc garde nationale, je rappelle, qui est constituée pour la majeure partie de bataillons néo-nazis ou pudiquement appelés ultranationalistes, voilà. Et la composition de la garde nationale se voit légèrement sur ces photos, parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de tracer une svastika dans la neige près de leur position. Voilà, donc je vais vous montrer des petites photos qui ont été prises par leur propre drone, parce que quand une fois qu'ils le lâchent, ils commencent à filmer. Donc ils commencent à filmer depuis leur côté. Et donc on a 2 superbes photos de la svastika au bout de leur position. Je ferai aucun commentaire, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc si on revient sur l'événement qui a eu lieu juste après mon précédent SITREP, c'est l'échange des prisonniers qui a eu lieu le 29 décembre 2019. Il a eu lieu sur le point de passage de Mayorsk, donc entre la RPD et l'Ukraine. Je rappelle que cet échange de prisonniers faisait partie de l'accord obtenu à l'issue de la réunion au format Normandie qui a eu lieu à Paris début décembre, mais aussi des accords de Minsk. Je rappelle qu'il y a un point concernant l'échange des prisonniers au format tous contre tous. Je rappelle que le dernier échange avait eu lieu il y a 2 ans, décembre 2017. Depuis lors, il n'y avait plus rien eu. Depuis, c'était complètement bloqué à cause des sabotages permanents de la partie ukrainienne, dont le dernier en date, je rappelle, a quand même bien failli faire tout capoter, encore une fois. Bon, je veux dire, ils ont essayé de nous retirer les Berkouts, ils ont tout essayé. Bon, finalement, ça s'est quand même fait. Il y avait quand même plusieurs prisonniers importants qui étaient attendus par les républiques populaires. Daria Mastikacheva, donc cette femme de nationalité ukrainienne, mais qui était la compagne de Sergei Sokolov, un enquêteur russe qui a travaillé entre autres sur le dossier du MH17, mais aussi sur des enquêtes concernant la mafia et la corruption en Ukraine, et qui avait été retirée à la dernière minute de la liste des prisonniers échangés il y a 2 ans par le SBU.
Il y avait aussi Rafael Luz-Vargui, donc ce volontaire brésilien qui avait été capturé par l'Ukraine après avoir été appâté par une proposition d'emploi et la fausse promesse qu'il bénéficierait de l'amnistie qui était prévue par les accords de Minsk. Raphaël a bien été récupéré, il a été remis à la RPL. Il y avait aussi plusieurs anciens membres des Berkut, donc c'est la police anti-émeute ukrainienne qui avait été accusée depuis 6 ans des morts qui ont eu lieu sur le Maïdan sans jamais avoir été condamnée faute de preuves. Donc 6 ans après, voilà, ils ont passé 6 ans en tôle sans procès, sans condamnation, c'est quand même magnifique. Et donc on en a récupéré 5, 3 qui ont été donnés à la RPL et 2 qui ont été donnés à la RPD. Donc ça faisait partie des gens que l'Ukraine a essayé de retirer des listes. Donc voilà, pour montrer un petit peu le degré de sabotage. Il y avait aussi 8 Russes et 1 Biélorusse parmi les prisonniers rendus à la RPD par Kiev. D'ailleurs, 80% des prisonniers qui nous ont été rendus étaient des gens qui n'étaient pas des habitants de la République populaire de Donetsk. Beaucoup venaient d'autres villes du Donbass occupées par l'armée ukrainienne, comme Mariupol, Kharkov et d'autres villes. L'échange a duré plus de 5 heures. C'était vraiment... On a passé 5 heures debout, dans le froid. On a pu s'asseoir un peu au chaud pendant quelques minutes à peine. Le reste du temps, on était dehors dans le froid, dans le brouillard, à attendre que les choses avancent. On était un grand nombre de journalistes en plus, donc ça simplifiait pas du tout le boulot, parce que à chaque fois qu'on voulait faire une interview ou quoi, c'était le bazar. Vraiment, c'était assez terrible. La procédure d'échange a d'ailleurs été différente pour les deux républiques. La RPL a été la première à récupérer ses prisonniers directement sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire que les bus de la RPL sont allés directement côté ukrainien. Ils ont amené leurs prisonniers, ils ont récupéré les leurs et ils sont revenus ensuite. Seuls les journalistes de la RPL ont été autorisés à suivre la délégation de Lugansk pour assister à l'échange et filmer les prisonniers rendus par l'Ukraine. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer entre autres Raphaël Luz-Vargui, puisqu'il a été rendu à la RPL, il n'a pas été rendu à la RPD. Nous, les journalistes de Donetsk, on a dû attendre côté RPD que le processus d'échange soit mené. On a pu filmer les prisonniers rendus à la RPD qu'une fois qu'ils ont été amenés sur le territoire de la République. Donc on a envoyé en gros les prisonniers ukrainiens sur le territoire ukrainien et ensuite l'Ukraine nous a renvoyé nos prisonniers. Donc là la procédure a été un peu plus indirecte pour la RPD que pour la RPL. Nous ça a vraiment été par étapes. Chacun des prisonniers a été audité par la Croix-Rouge pour s'assurer déjà de leur état, vérifier que ceux qui ont renoncé à faire partie de l'échange ne le faisaient pas sous pression des autorités. Ça c'était super important, parce que des deux côtés il y a eu des personnes qui ont fait valoir ce droit. On a 4 prisonniers qui devaient être rendus à l'Ukraine, qui ont refusé à la dernière minute d'être renvoyés là-bas, ont demandé à rester en RPD après leur libération. Et côté ukrainien c'est une vingtaine de personnes qui ont refusé d'être libérées, soit d'être libérées, soit d'être renvoyées en RPD. Donc c'est qu'une fois que la vérification a été faite par la Croix-Rouge, que les prisonniers ont pu être à chaque fois envoyés de l'autre côté. Ça nous fait un total pour les RPD, nous on a rendu à l'Ukraine 51 personnes sur les 55 prévues initialement, et on a reçu 61 personnes sur les 87 qui étaient sur les listes. La RPL, quant à elle, a rendu 25 personnes à Kiev et en a reçu 63. Ce qui fait un échange de prisonniers au format 76. Donc c'est 76 prisonniers rendus à l'Ukraine contre 124 qui ont été rendus aux deux républiques. Tous les prisonniers qu'on a interrogés immédiatement ou même après, d'ailleurs, après avoir été récupérés en RPD, ont tous déclaré avoir été battus et torturés. Il n'y en a pas un seul qui a été bien traité. La plupart n'ont pas reçu l'appurement judiciaire pourtant prévu par l'accord d'échange. Donc je rappelle, c'est l'arrêt complet des procédures judiciaires contre les personnes, donc des poursuites. D'ailleurs un des prisonniers nous a dit que Kiev n'a gracié entre guillemets que ceux qui signaient en gros une reconnaissance de culpabilité, ce que beaucoup ont refusé de faire parce qu'ils sont pas coupables, et d'autres comme Daria Mastikacheva que j'ai pu interviewer brièvement ont déclaré que l'appurement judiciaire n'est qu'un appurement de façade et qu'en gros si elle repasse la frontière elle va de nouveau se faire arrêter. Le seul point sur lequel je mets un pouce, sur lequel Kiev s'est amélioré, c'est la question des papiers d'identité, parce que d'habitude ils nous en rendaient la moitié sans passeport, sans papier d'identité. Bon, cette fois-ci, il semble que aucun de ceux qui nous a été rendu ne l'a été sans document d'identité. Donc ça, déjà, c'est bien, bravo. Vous êtes déjà sur la... C'est un tout petit pas, mais c'est un petit pas sur la bonne voie. Donc continuez comme ça sera déjà beaucoup mieux que vos tentatives de sabotage permanent.
Bon, de toute façon, enfin, le mauvais traitement des prisonniers rendus par l'Ukraine, lui, est extrêmement visible. Hein, je veux dire, Daria, elle était complètement émaciée, maigre, la plupart l'étaient d'ailleurs de toute façon. Plusieurs étaient assez hagards, tu voyais qu'ils étaient, enfin, ils étaient perdus, quoi. Ils savaient pas trop où ils étaient. Bon, si vous regardez sur les images du reportage vidéo que j'ai fait en comparaison, ceux qu'on a rendus à l'Ukraine, ils étaient bien en chair et en pleine forme. Hein. Je veux dire, on en a même un qui nous a fait un discours pro-ukrainien. Il nous a même fait un délire en mode « je reviendrai et je deviendrai le gouverneur de la région ». Ça a fait rire tout le monde. Voilà. Bon, d'ailleurs, pour prouver que les deux côtés traitent pas les prisonniers de la même façon, deux des femmes qui ont refusé d'être rendues à l'Ukraine, on a pu les interviewer, et elles ont confirmé qu'elles avaient rien à reprocher aux forces de l'ordre de l'RPD. Pourtant, elles ont été arrêtées pour espionnage, hein, donc je vous dis, voilà, les nanas, on voit qu'elles n'ont pas été torturées, qu'elles n'ont pas été maltraitées, elles le disent elles-mêmes face caméra. Donc... L'un des prisonniers rendu à l'RPD a pu parler avec sa fille pour la première fois depuis 5 ans grâce à un de nos collègues journalistes qui lui a passé son téléphone. C'est une conversation très émouvante. Et en fait, après ça, il nous expliquait qu'en fait, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas parlé à sa fille, quoi. C'est-à-dire que quand il était en prison en Ukraine, il n'avait pas le droit d'appeler sa famille, quoi. Je trouve ça assez... Ça en dit long quand même, ça en dit long sur les conditions de détention côté ukrainien. Plusieurs des prisonniers, entre autres ceux de Mariupol, ont confirmé qu'ils avaient été détenus avec des criminels de droit commun, contrairement à la RPD, où tous les prisonniers qui potentiellement peuvent être échangés sont dans des installations différentes, ils sont dans des établissements séparés. Bon, dans le cas des détenus de Mariupol, il semble quand même que ça les a protégés, puisque les criminels de droit commun, en fait, les ont protégés des exactions de la police et du personnel pénitentiaire. Donc on s'y serait pas attendu, mais donc un grand merci à ces gens qui sont en prison côté ukrainien et qui ont tenu à protéger nos prisonniers des mauvais traitements, soit du personnel pénitentiaire, soit de la police ou du SBU. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le reportage vidéo que j'ai fait, qui est complet. Vraiment, vous avez tous les témoignages. Après tout ça, les prisonniers ont été emmenés à l'hôpital pour être soignés. Là maintenant, ils ont été soit renvoyés dans leur famille, soit on leur a fourni une solution d'hébergement pour ceux qui n'ont pas de famille en République populaire de Donetsk. Donc j'espère pouvoir refaire des interviews supplémentaires avec plusieurs des prisonniers que je n'avais pas pu voir le jour même. Donc voilà. Accord de Minsk toujours, eh bien, on continue dans le grand n'importe quoi côté ukrainien. Cette fois, ça vient d'une interview de Vadim Pristaiko, hein, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a été interviewé par le Bild, donc le journal allemand, le 7 janvier 2020. Bien entendu, la guerre du Donbass et les accords de Minsk étaient au menu de l'interview. Alors, il nous en a fait une bonne encore, parce que bon, le journaliste a demandé ce qui pourrait pousser l'Ukraine à chercher une alternative aux accords de Minsk. Et en gros, il a répondu que, il a dit, je cite, « S'il n'y a pas d'élection dans les territoires occupés », donc ce qu'il appelle les territoires occupés, c'est les RPD et les RPL, en 2020, ou si nous avons l'impression que le désengagement des troupes prendra trop de temps, alors il faudra envisager des alternatives à Minsk. Il pourrait s'agir de forces internationales de maintien de la paix, c'est-à-dire des casques bleus, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonnerait tout le processus de Minsk. Bon, déjà la dernière phrase, moi ça m'a fait pisser de rire, parce que et le journaliste d'ailleurs a même pas tiqué. Le journaliste du Bild a même pas relevé la contradiction, parce que si l'Ukraine cherche une alternative aux accords de Minsk, c'est qu'elle va en sortir. Je veux dire, faire venir des casques bleus dans le Donbass et geler le conflit ad vitam aeternam, ça fait pas du tout partie du processus de Minsk. Voilà. Donc tu vas abandonner le processus de Minsk. Enfin, c'est vraiment de la tentative d'enrober de la merde avec du chocolat. Mais bon, ils cachent de moins en moins leur jeu, hein, en Ukraine. On voit clairement qu'ils veulent geler le conflit, soi-disant s'il n'y a pas d'autre choix, pour prétendument mettre fin aux morts. Bon, sauf que pour mettre fin aux morts, comme je l'ai déjà dit, il faudrait que vous commenciez déjà par sanctionner ceux de vos soldats qui violent le cessez-le-feu, comme nous on le fait. Hein, et puis d'arrêter d'envoyer vos hommes en mission de sabotage reconnaissance, ça fera quelques morts en moins aussi.
Mais bon, clairement, cette interview confirme qu'on continue, enfin l'Ukraine en tout cas continue sur son idée de scénario chypriote, hein, en préparant maintenant tant l'opinion publique ukrainienne que l'opinion publique internationale à l'échec des accords de Minsk, parce que c'est ça en fait hein, ce qui te raconte. Et comme pour la réussite du plan, Kiev doit faire croire qu'elle n'est pas responsable de cet échec, eh ben on assiste de nouveau à une réécriture de l'histoire, hein, que la RPD et la RPL ont décidé de ne pas laisser passer. Voilà. On a d'abord eu la réaction de Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui a quand même mis un petit peu les points sur les i, en rappelant que le retard concernant le retrait des troupes était avant tout imputable à Kiev, hein, que c'était assez gonflé de venir justifier de sortir des accords de Minsk à cause de ça, hein, puisque elle a rappelé que lors de la dernière réunion à Minsk, c'est la délégation ukrainienne qui est venue les mains dans les poches sans aucune proposition concrète, et qu'ils n'ont rien trouvé à répondre aux propositions de l'RPD et de la RPL. Natalia Nikonorova a aussi rappelé qu'avant de parler des élections, l'Ukraine doit d'abord mettre en œuvre le reste du volet politique des accords de Minsk en concertation avec les deux républiques populaires. Hein, donc je rappelle, la loi d'amnistie, la décentralisation, le statut spécial du Donbass et la modification de la constitution ukrainienne. Hein, voilà, et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Donc je vais dire, avant même de parler des élections, il faut commencer ce qui vient avant. Hein, voilà. Bon, elle a souligné ce qui est évident, à savoir que ce genre de déclaration montre bien que Kiev n'a pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk, ni de l'année à venir, ni après, à mon avis. Et elle a appelé l'Ukraine à cesser d'inventer des alternatives fantaisistes aux accords de Minsk et à travailler de manière sérieuse pour les mettre en œuvre. Bon, ça je pense que malheureusement ça va être un peu du vœu pieux. Bon, elle a été rejointe par son homologue de l'RPL, Vladislav Deneygo, qui a rappelé que c'est même avant la réunion à Minsk, lors de la réunion Forum-Normandie à Paris, que Zelensky, violant en gros l'accord qui avait été fait lors des réunions préparatoires, a refusé le retrait des troupes et des équipements tout le long de la ligne de front. Et que c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur une histoire de 3 nouvelles zones pilotes à trouver, qui n'ont pas été fournies ni trouvées lors de la réunion à Minsk qui a eu lieu après. Donc, je veux dire, c'est quand même évident. Et ça, le journaliste du Bild n'en tilte pas du tout. Donc, résultat des courses, si Zelensky respecte pas l'accord fait lors des réunions préparatoires, lors du format Normandie, et puis ensuite à Minsk, ses représentants viennent les mains dans les poches, forcément ça va pas avancer. Mais tu peux pas te servir de ça comme excuse pour dire si ça avance pas assez vite, on va sortir des accords de Minsk, parce que vous en êtes vous-même responsable. Encore une fois, l'Ukraine se trouve comme excuse ses propres sabotages. C'est quand même extraordinaire ce truc-là. Et l'Allemagne laisse faire. Hein. Il y a personne pour leur dire mais attendez, c'est de votre faute. Si la situation elle est comme ça, si ça a pris du retard. Donc vous pouvez pas utiliser ça comme justification pour sortir des accords de Minsk, ça tient pas la route. Voilà. En plus, Vladislav Deneygo a rappelé que, d'après la formule Steinmeier, les élections dans le Donbass sont des élections extraordinaires qui n'ont pas besoin de se dérouler en même temps que les élections locales dans le reste de l'Ukraine. Parce que c'est ça en gros l'argument de Pristaïko, puisqu'en 2020 il doit y avoir des élections locales en Ukraine, et le but c'était de dire ouais mais si elles n'ont pas lieu dans le Donbass en même temps qu'ailleurs, tant pis quoi, on jette tout quoi, tu vois. Mais sauf que, en fait, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Il peut insister de manière complètement obsessionnelle comme ça, sans arrêt, ça change rien. La formule Steinmeier ne dit à aucun moment que les élections dans le Donbass doivent avoir lieu de manière synchronisée avec les élections locales en Ukraine. Voilà. Et puis, Deneygo a aussi tenu à rappeler que les accords de Minsk sont quand même un compromis, hein, et que la seule alternative à ces accords, ça serait une aggravation du conflit. Bon, en fait, il y a aussi une autre alternative, c'est le fameux scénario chypriote, c'est-à-dire on gèle tout, on fout des casques bleus à la frontière, et puis eux, ils vont légaliser la vente de terres agricoles, les casinos, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. C'est à peu près ça l'idée. Et comme on le voit, très loin des belles déclarations de Zelensky qui essaie de se présenter comme, je rappelle, le président de la paix, on voit que l'Ukraine ne veut toujours pas appliquer les accords de Minsk, ne veut toujours pas appliquer ce qu'elle a signé. Et pour ça, ils sont prêts à chercher toutes les excuses, quitte à utiliser leur propre manquement à l'application de ces accords, comme le retrait des troupes, pour justifier de saboter tout le reste. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bref. Dans les nouvelles un petit peu plus positives,
Le 9 janvier 2020, le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a annoncé que d'ici le 1er janvier 2022, les retraites et les salaires du secteur public de la République auront atteint le niveau de ceux de la région de Rostov, hein, la région voisine en Russie. La RPL a fait une déclaration similaire juste après, hein, donc de nouveau on reste synchronisé entre les deux républiques, hein, voilà, c'est juste que la RPD l'a fait en premier. Donc ça fait suite à l'annonce de l'augmentation des retraites et des salaires du secteur public à partir du 1er janvier 2020, dont j'avais parlé dans un site web précédent et dans un article. Suite à ça, le chef de la RPD avait déjà annoncé hein, que l'objectif c'était clairement d'ici quelques années d'atteindre le niveau de vie de la région russe voisine, donc c'est celle de Rostov. Donc le 9 janvier 2020, le chef de l'État a précisé la date butoir qui s'était fixée pour arriver à cet objectif, c'est le 1er janvier 2022. Donc il a déclaré que dans les conditions d'une croissance stable des indicateurs économiques, j'ai chargé le gouvernement de la RPD de porter le niveau des retraites, des salaires des travailleurs du secteur public et des fonctionnaires au niveau de la région de Rostov en Fédération de Russie. Étant donné que les travaux préparatoires ont déjà commencé, le processus devrait être achevé d'ici le 1er janvier 2022. Hein, le but est toujours d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des citoyens de la République. Hein. Pour Denis Pouchiline, c'est une priorité absolue. Et pour lui, tout le travail de tous les organismes gouvernementaux, organisations publiques et administrations devrait être axé sur cette priorité. Il a ensuite détaillé la façon dont cette augmentation va se faire. Donc ça va se faire en 3 étapes. Il y aura une augmentation au 1er janvier 2021, au 1er juillet 2021 et au 1er janvier 2022. Au cours de chacune de ces étapes, les retraites augmenteront en moyenne de 20%, les salaires du secteur public de 28% et ceux des fonctionnaires de 18%. Voilà. Les salariés du secteur privé n'ont pas été oubliés par le chef de l'État, surtout ceux qui ont des métiers pénibles ou dangereux, entre autres les mineurs et les métallurgistes. Denis Pouchiline a dit qu'il va faire tout son possible pour que leur salaire aussi atteigne des niveaux équivalents. De toute façon, au bout d'un moment, la hausse des retraites et des salaires du secteur public va entraîner la hausse des salaires du secteur privé. Ça je le vois, hein. Je veux dire, dans les toutes premières années où j'étais ici, c'était pas rare de voir des gens avec des travails à temps plein, avec un salaire à 3000 roubles. Maintenant je vois plus ça. Je vois plus. Maintenant, on arrive vraiment... on a quand même une hausse par rapport au salaire minimum que je voyais encore chez certaines personnes peu qualifiées sur des métiers comme ça qui étaient très très mal payés. Donc là, maintenant, ça s'améliore. Donc ça tire tout vers le haut, c'est-à-dire le fait de rehausser les retraites et les salaires du secteur public, ça tire aussi ceux du privé vers le haut, ça entraîne plus de consommation, donc ça crée des emplois, c'est un cercle vertueux, donc on continue comme ça, et pour l'instant on est bien parti. Alors en Ukraine par contre c'est une autre histoire, parce qu'il y en a qui font des business assez particuliers, hein, voilà. Puisque là, lors des fêtes du Nouvel An en Ukraine, des néo-nazis et vétérans de la guerre dans le Donbass ont vendu sur les marchés de Noël des conserves de viande, certaines étiquetées séparatistes à la crème aigre, séparatistes de Lugansk, séparatistes à l'huile, ou bouvreuil-pivoine orthodoxe pour récolter des fonds pour l'armée ukrainienne. Ouais, j'ai oublié de vous prévenir, faut prévoir le sac à vomi. Désolée. Vous avez le temps, mettez la vidéo sur pause et allez vous chercher une bassine. Parce que je vous préviens, c'est gerbant. Parce qu'en bon, en plus des noms dignes de cannibales, les boîtes de conserve arborent sans honte aucune des symboles nazis, néo-nazis, des trucs liés aux collaborateurs ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin tout y passe. Cette production des plus vomitives est l'initiative d'Alexandre Gramarchuk, surnommé Grom, hein, qui veut dire tonnerre. Je l'appellerai comme ça désormais. C'est un vétéran de la guerre dans le Donbass qui vit à Vinitsa, le petit fief de Poroshenko. D'ailleurs, Grom a été sur les listes électorales du parti de Porky pour les élections législatives, mais il n'a pas réussi à se faire élire comme député. Alors il semble que, bon, ayant échoué dans sa carrière politique, il a décidé de se transformer en businessman. Voilà, il a fait une reconversion, et le tout au service de l'armée ukrainienne, avec une bonne dose d'idéologie néo-nazie.
Alors bon, c'est pas totalement nouveau, puisque cette production des plus répugnantes avait déjà soulevé l'indignation de la journaliste russe Olga Skabeyeva de la chaîne Rossiya Adin dès octobre 2019. Elle avait dénoncé cette horreur. Elle a d'ailleurs dit, quand on voit des trucs comme ça, on comprend pas bien comment on peut discuter avec des gens comme ça, quoi. Hein, voilà. Cette dénonciation sur le plateau de l'émission 60 minutes avait amusé plus qu'inquiété Grom et ses associés, qui, faute d'être poursuivis pour ce qui est quand même clairement de l'incitation à la haine interethnique, de la glorification du nazisme et du néonazisme, ils ont décidé d'aller plus loin dans leur délire répugnant, puisqu'ils ont créé une page Facebook. Non, je vous ai pas mis le lien dans l'article, parce que bon, ça va, ça suffit, ils n'ont pas besoin de publicité supplémentaire pour promouvoir leur petite production. Le tout sans être inquiété d'ailleurs par les autorités ukrainiennes. Pourtant, il s'attend que Kiev s'en occupe, parce que là, niveau réputation de l'Ukraine, avec des trucs comme ça va pas vraiment améliorer, je vous dis ça comme ça. Je rappelle quand même que déjà que l'Ukraine et les États-Unis ont été les deux seuls pays en 2019 à voter contre la résolution de l'ONU visant à combattre la glorification du nazisme et du néonazisme. Là, on a encore une preuve de plus que l'Ukraine est un véritable havre de paix pour les néonazis de tout poil, puisque là, les boîtes de conserve de séparatistes vendues par Grom et ses acolytes ne laissent aucun doute sur l'idéologie néo-nazie de ses concepteurs. Les premières boîtes étaient carrément ornées du drapeau nazi avec la croix gammée. Je vous montrerai une petite photo. Donc on a mis un petit smiley pour cacher, parce que je tiens pas à faire de l'apologie, moi. Ensuite, ils ont remplacé par le drapeau de l'UPA, donc l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui, je rappelle, a collaboré avec les nazis, massacré des civils polonais et participé à l'Holocauste, et pas qu'en Ukraine. Alors, ils ont mis cette fois pas une svastika, soit ils ont mis la lettre G stylisée qui vient, semble-t-il, des grammaires nazis, les nazis de la grammaire. Alors, certaines, il y avait le nombre 25. Alors, je comprenais pas trop ce truc, mais en fait, la façon dont le 25 est dessiné, je vais vous montrer un petit schéma. En fait, ça permet de tracer une svastika. Voilà, ce dessin un petit peu cubique comme ça des chiffres. Si vous les découpez et puis qu'ensuite vous tournez les différents morceaux, vous arrivez à reconstituer une svastika. J'ai passé du temps pour comprendre le truc, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas normal dans la façon dont c'était fait ces chiffres. Et donc je cherchais le truc et je l'ai trouvé, quoi. Voilà, c'est quand même impressionnant. Voilà, donc il cache la svastika. Voilà, c'est une svastika cachée. Alors, dans le rayon de l'immonde, préparer le sac à vomi ou la bassine, les boîtes qui sont intitulées Bouvreuil pivoine orthodoxe mentionnent même que la préparation contient des reliques de Kobzon. Alors, Yossif Kobzon, qui était un chanteur juif soviétique puis russe, qui est quand même soutenu activement le Donbass et qui est mort en août 2018, donc peu de temps avant l'assassinat de Zakharchenko. Voilà, donc ils te disent qu'il y a du chanteur juif dans la préparation. Voilà, vous pouvez vomir là. On a touché le fond de l'ignominie, là c'est le niveau du zéro absolu de la décence. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Là, là j'ai déjà des remontées gastriques, là, vous voyez, rien que de repenser à ça. Alors, ils mettent aussi systématiquement sur ces boîtes une date de préparation au 6 octobre 1942. Alors, c'est le jour où l'offensive visant à briser le blocus de Leningrad a échoué et où la totalité de l'état-major du 339e régiment d'infanterie de l'armée rouge a été détruit lors d'un bombardement de l'aviation allemande à Stalingrad. Et c'est aussi en octobre 1942 que l'UPA, dont le drapeau orne les boîtes de conserve, est officiellement né. Voilà, donc là vous avez la totale, niveau symbole néo-nazi. Et puis, comme en Ukraine, les néo-nazis et les terroristes islamistes travaillent main dans la main, moi j'ai même pas été étonnée de trouver sur leur page Facebook une photo du créateur de ces boîtes de conserve, de séparatistes, faire le signe des terroristes islamistes avec un de ses camarades. Voilà, je vais vous montrer la photo. C'est pas non plus surprenant que ce Gugus, ce Grom, fasse partie des activistes du mouvement contre la capitulation, qui s'oppose à l'application des accords de Minsk, et que ses fans d'ailleurs dressent directement un parallèle entre ces conserves et le fait de tuer des habitants du Donbass. Donc je vais vous lire la traduction d'un des commentaires qui se trouve sur leur page Facebook, et qui dit « La paix selon les termes de l'ennemi est une capitulation, par conséquent nous offrons la paix selon nos conditions, pour l'Ukraine l'indépendance, pour les
séparatiste, le zinc, c'est-à-dire le cercueil, ou la boîte de conserve. Voilà. Ensemble, nous gagnerons, gloire à l'Ukraine. Voilà, vous pouvez vomir une deuxième fois. Si vous arrivez à pas gerber, c'est que vous avez l'estomac solide, hein. Voilà. Bon, déshumaniser l'adversaire, c'est pas nouveau, hein. Les nazis l'ont utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, en traitant entre autres les juifs de parasites, d'insectes, de rats, de tout ce que tu veux. Bon, donc c'est logique, hein, que les néo-nazis ukrainiens réutilisent les mêmes techniques depuis 2014 envers ceux qu'ils appellent les séparatistes, c'est-à-dire quand même les habitants de l'RPD et de l'RPL, hein. Ce sont des gens, ce sont des êtres humains. Voilà, donc après les avoir traités de dorifores, hein, donc sûrement petit insecte à cause des couleurs du ruban de Saint-Georges qui est arboré par les habitants du Donbass. Voilà qu'en Ukraine, les néo-nazis font des conserves de séparatistes et d'orthodoxes, comme s'il s'agissait de viande de poulet, de vache ou de cochon. Et puis, cette propagande immonde n'est pas limitée aux adultes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Les enfants, ils sont aussi exposés. Voilà, ils font poser leurs gamins avec des boîtes de conserve de séparatistes. Vous pouvez vomir une troisième fois. Voilà. Non, là, c'est... Voilà, l'endoctrinement dès le plus jeune âge. Le petit problème, c'est... Enfin, pour l'Ukraine, c'est que c'est pas en laissant les néo-nazis utiliser de tels éléments de langage que la société ukrainienne va se ressouder, comme l'a souligné le politologue Alexei Yakoubine, hein, parce qu'il a rappelé qu'une rhétorique de haine, c'est une rhétorique de division qui conduit la société à la désintégration et à la fragmentation, hein, et que de traiter les gens de séparatistes, ça permet de les sortir de la catégorie humain, hein, voilà, et que donc on peut leur faire à peu près n'importe quoi. Hein, comme avec l'église orthodoxe canonique, hein, qui avait été traitée par les politiques ukrainiens de 5e colonne, et que résultat, quand des mecs sont allés ensuite brûler des églises dans la région de Kiev ou s'emparer par la force d'autres chapelles, et qu'ils ont dit bah quoi, les politiciens ont dit que c'est la 5e colonne, donc on peut le faire, c'est pas interdit. Voilà, c'est une légitimation, ce genre de vocabulaire, ça permet de légitimer la violence, ça permet de légitimer de tuer des gens, parce que c'est pas des gens, c'est des séparatistes. C'est des séparatistes qu'on peut mettre en conserve comme du poulet, voilà. Donc tu peux les tuer comme du poulet, voilà. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même. Bon, bien entendu, il y a eu une réaction en République populaire de Donetsk. C'est Andrei Bedilo, qui est conseiller auprès du chef du comité exécutif du mouvement République de Donetsk, il en pouvait plus là, tu voyais, il était vraiment énervé, parce qu'il a dit les conserves avec les étiquettes séparatistes à la crème aigre, Bouvreuil, pivoine orthodoxe et l'infâme précision avec des reliques de Kobzon ne sont pas seulement cyniques mais entraînent aussi de graves conséquences. Nous observons l'utilisation de la fenêtre d'Overton en Ukraine. Alors la fenêtre d'Overton, c'est le fait d'arriver à amener dans le domaine de l'acceptable des choses qui sont inacceptables, c'est-à-dire c'est le glissement progressif de l'immonde dans le domaine de l'acceptabilité. Voilà. Il dit ce qui semblait impensable hier devient la norme aujourd'hui. Hier, la vie d'une personne était la valeur principale inscrite dans la constitution ukrainienne. Et aujourd'hui, les stratèges politiques ukrainiens sont déjà passés de la guerre fratricide au cannibalisme. Il a aussi dit que clairement, il y a eu pas mal de réactions de blogueurs qui sur les réseaux sociaux ont demandé mais pourquoi le gouvernement ukrainien ne réagit pas. Il a dit la réponse est évidente car cela correspond à la politique du président Zelensky et de son équipe. Aujourd'hui vous mangez du séparatiste à la crème aigre et demain ce sera du syndicaliste à la tomate. Alors il a expliqué pourquoi il parle de syndicaliste, parce qu'en fait le nouveau code du travail ukrainien en fait ne prévoit plus de droits syndicaux. Voilà, donc il dit hier les citoyens du Donbass n'étaient pas nécessaires et puis aujourd'hui les citoyens ukrainiens se transforment en esclaves qui peuvent être liquidés avec l'entreprise et puis les cadavres donnés aux Ukrainiens qui sont encore vivants. Voilà. Alors, si Zelensky veut faire croire de manière un petit peu plus crédible que les néo-nazis sont ses ennemis, ça serait peut-être temps qu'il fasse le ménage en Ukraine et qu'il poursuive ses fabricants de conserves de séparatistes comme ils le méritent pour incitation à la haine interethnique et glorification du nazisme et du néo-nazisme. Parce que tant que ça c'est pas fait, le dialogue entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL, vous pouvez oublier l'application des accords de Minsk encore plus. Et puis, chaque jour, mois et années qui passent sans que ces néo-nazis ne soient poursuivis, ça creuse encore plus la fracture qui est là depuis et qui s'étanche de jour en jour depuis 2014 entre l'Ukraine et le Donbass. Hein, si Zelensky met pas fin rapidement à la propagation de cette idéologie de haine, il pourra lancer toutes les chaînes de propagande en langue russe qu'il voudra à destination du Donbass. Il n'est pas prêt de récupérer le cœur des habitants de la région. Voilà, c'est pas avec une idéologie de haine et de mort, le laisser-faire envers les néo-nazis et les conserves de séparatistes, que l'Ukraine peut espérer obtenir autre chose que le rejet total de la part de la population du Donbass. Et en plus, avec ce genre de truc, il continue d'augmenter aussi les autres fractures ethniques au sein de l'Ukraine, et ça va
va se terminer qu'ils vont finir avec une guerre civile générale, parce que je rappelle qu'en Transcarpathie, c'est toujours très tendu, hein, avec les Hongrois ethniques. Donc, et c'est pas les seuls. Donc ça va mal se terminer, leurs histoires. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Quand t'endoctrines les gosses en leur filant des conserves de séparatistes, mais on va où, quoi? On va où? C'est du grand n'importe quoi. Bref. Et puis pendant ce temps-là, à Kiev, dans un reportage de Novosti Donbassa, pour montrer à quel point la milice populaire de la République populaire de Lugansk est très très méchante, et tire sur les positions ukrainiennes situées près de Zolotoye, eh ben, ils nous ont publié un petit reportage qui était assez drôle, je dois avouer, parce que, ils font un petit interview, machin, puis à un moment, ils nous filment une cartouche enchâssée dans la terre, pendant que la journaliste annonce que le soldat qui a l'interview va montrer un cratère frais d'un tir d'obus d'artillerie. Bon, donc là, je te filme la cartouche en mode, oui, on va nous montrer des trucs de tir frais, de tir récent, hein, voilà. Bon, sauf que le coup de la cartouche fichée dans la terre, je vais vous montrer le screenshot, ça a fait rire tout le monde dans le Donbass, parce qu'il est impossible qu'une cartouche ait pu voler jusque-là avec sa douille. Hein. La balle, oui, mais la douille, normalement, elle serait restée là où la personne a tiré la balle. Hein. Voilà, il n'y a que la balle qui est tirée, la douille de la cartouche, elle reste. Voilà, elle est éjectée par le fusil, et voilà, elle reste là où le mec qui a tiré la balle se trouvait, mais elle n'a pas pu suivre, donc ça fait assez ridicule, ça fait rigoler tout le monde. Et puis le deuxième effet qui se coule comique, c'est le fameux cratère d'obus d'artillerie, parce qu'elle nous dit que c'est un obus d'artillerie, hein. Parce que quand tu vois la taille du truc, là aussi je vais vous montrer la photo, on comprend bien que c'est pas de l'artillerie, hein, voilà. Un obus d'artillerie, ça donne ce que vous voyez maintenant. Hein, voilà, ça c'est une des photos que j'ai prises en décembre 2016 en périphérie de Donetsk. C'était du bombardement avec de l'artillerie de 122 mm, si je me souviens bien. Voilà, là vous avez un cratère d'obus d'artillerie, vous voyez la différence quand même. Ce qui se rapproche le plus en termes de taille, ça serait de l'obus de mortier, peut-être de 82 mm. Donc là je vais vous montrer un cratère d'obus de mortier de 82 prise en juin 2018 à Sakhanka. Mais bon, non, c'est pas de l'artillerie, c'est de l'obus de mortier, s'il vous plaît. Voilà, les obus d'artillerie ici, c'est du 122 mm ou du 152, voire du 203 mm pour le canon pion. Voilà, ça ne fait pas des petits cratères rikiki comme ça, non, ça c'est du mortier, c'est pas de l'obus d'artillerie. Et puis en plus, moi ce qui m'épate, c'est que le soldat n'a même pas montré un éclat de l'obus qui aurait atterri là. Or habituellement quand même tu retrouves généralement la queue de l'obus de mortier et puis des éclats, hein, je veux dire, ça sent le fake à mort, et tout le monde se fout de leur gueule avec leurs histoires de douilles plantées dans la terre, ça a fait le tour de Telegram, hein, tout le monde s'est foutu de leur gueule, et pas qu'un peu. Donc ça promet leur nouvelle loi sur les médias, hein. Je pense qu'on va avoir des trucs comme ça sans arrêt, ça va devenir bien ridicule. Donc voilà la situation, donc un calme relatif pendant les vacances, mais je pense que là ça va être reparti à la hausse, comme souvent. Malheureusement, ces dernières années, on a souvent eu ce schéma-là, hein, un relatif calme pendant les fêtes de fin d'année, et ça repart comme en 40 après. Donc voilà, situation à suivre. Je vais normalement publier là début de semaine traduction de 2 interviews que Daria Mastikacheva a donné à des collègues qui expliquent bien ce que le SBU lui a fait subir pour la pousser à avouer des choses qu'elle n'a pas faites. Et je vais essayer aussi de faire des interviews d'autres prisonniers. Je fais un travail là-dessus que je n'ai pas encore interviewé, mais voilà, allez voir la vidéo de l'échange de prisonniers, c'est quand même très révélateur, hein, les interviews qu'on a pu faire sur place, et regardez l'état des prisonniers. Vous allez voir la différence, c'est juste phénoménal. Bon, donc voilà, toujours pas plus d'application des accords de Minsk. Le seul point positif, c'est qu'on a récupéré plusieurs dizaines de personnes qui maintenant vont pouvoir retrouver leur famille, être soignées, être bien traitées. C'est fini le cauchemar pour eux, mais il y en a encore qu'on doit récupérer. On n'a pas récupéré tout le monde, et voilà, malheureusement, il y en a plein dont on ne sait même pas s'ils sont encore en vie. Donc voilà un peu la situation, et pour l'instant je vois pas d'amélioration en termes d'application des accords de Minsk, puisqu'on voit que voilà, on continue dans les discours en mode de toute façon si ça va pas assez vite, on va jeter le bébé avec l'eau du bain, et les accords de Minsk avec. Donc voilà la situation, je vous dis à la semaine prochaine pour le 173e rapport de situation sur le Donbass, et en attendant je vous souhaite une bonne journée.